Enregistre. This meeting is being recorded. Voilà. Ne plus affiché. Ne plus affiché. Voilà. Bon, nous y allons alors. Nous sommes 13. 13. C'est comme ça. Comme on l'a vu dans les 3 premières conférences, faisant séminaire, donc, tout est lié. Et tout s'interprète. Tout s'interpénètre même. Il y a quelque chose de circulaire dans tout cela. Amour, désir, jouissance, un trio infernal. L'amour ne se promène jamais seul. Le désir est tout de suite là, tapis dans l'ombre ou pas. Mais l'amour, s'il suit sa pente et ne se limite pas à sa pente naturelle, est tout de suite enclin à déboucher sur le désir, dit sexuel. Le désir dit sexuel est générateur d'un passage à l'acte qui, s'il aboutit, s'appelle la jouissance. Sauf s'il s'agit de ce qu'on a appelé étrangement et à contre-emploi l'amour platonique en Occident, ce qui n'était nullement en réalité l'amour platonicien, voire le banquet de Platon. Le banquet de Platon, c'est pas très platonique. La jouissance, c'est avant tout la jouissance de l'autre. Vous pouvez écrire petit autre ou grand autre, c'est-à-dire du corps de l'autre qui le symbolise. Mais c'est généralement impossible, car cette jouissance, elle se déporte immédiatement sur la jouissance phallique, puisqu'il n'y a pas de rapport sexuel. Ce qui veut dire la jouissance du signifiant, de la parole, du langage, du par-l'être que nous sommes et resterons, espérons-le. Mais si la jouissance, par contre, se rencontre seule, si elle rejette, exclut l'amour et se passe du désir, eh bien, à ce moment-là, on entre toute voile dehors dans la perversion. Comme il n'y a pas de rapport sexuel, le désir échoue sans cesse à se réaliser. D'où l'invention de l'amour pour essayer de venir pallier cet « il n'y a pas », cet échec, ce ratage à se satisfaire. On peut aimer, désirer aimer, mais est-ce cela l'amour? On peut jouir d'aimer, aimer jouir d'aimer, désirer jouir, jouir de désirer, mais est-ce cela la satisfaction attendue de la jouissance? Seuls les pervers, dont c'est la raison d'être, pensent y arriver. À jouir de toi, de nous, sans être pris dans les affres de l'amour, ni les ratages du désir. Réaliser, accomplir, de force s'il le faut, le fantasme. Certaines personnes nient que l'amour peut faire mal. Elles idéalisent alors l'amour. Qu'il puisse décevoir le dit amour, c'est sûr, car il se fabrique généralement à deux. Lacan, lui, a toujours soutenu qu'il était réciproque. Mais il se défait. Il peut se déliter seulement à partir d'un seul, d'une seule au départ. L'amour, comme la haine, disait-il, est une carrière sans limite. La haine, c'est sûr. L'amour, je dirais que c'est un peu plus complexe. Il existe des amours qui naissent, grandissent, se développent, puis déclinent, disparaissent et meurent.
On parle d'amour, mais aussi de désamour, qui dit bien ce qu'il veut dire. La haine, elle, ne s'arrête jamais. Même si celui ou celle qui est visé disparaît, meurt. C'est bien une carrière sans limite, la mort n'y apportant aucune limite probante. Ce n'est pas tout à fait vrai pour l'amour. Ce n'est pas tout à fait vrai pour l'amour. En tout cas, ici, l'expérience montre que c'est plus nuancé. Quant à l'ignorance, elle reste égale à elle-même. Amorphe et stupide passion, rempart contre le savoir, et le savoir de la psychanalyse en particulier, idolâtré par les non-dupes, mais cependant en plein développement, et qui fait tant de mal à la psychanalyse. Beaucoup plus que la haine qu'on peut avoir de celle-ci ces derniers temps ou de toujours. Le désir, lui, puisqu'il est inconscient, engrammé dans l'inconscient, ne s'éteint jamais, mais ne se réalise jamais non plus, puisque l'objet est définitivement perdu. L'objet, grand O, c'est bien sûr l'autre, grand A, c'est-à-dire l'objet primordial qu'a la mère, en fait représenté métonymiquement par son sein. La jouissance n'est là, n'a d'existence que parce que le monde humain est un monde phallique, centré sur le phallus. Qu'il soit présent ou absent n'y change rien. C'est un monde de la jouissance phallique, le monde du par-l'être, du champ de la parole et du langage, le règne du signifiant et de ses effets de signifiant. Et ça tourne, ce trio que j'ai dit infernal, on me l'a reproché, tourne à toute vitesse. L'amour renvoyant au désir, dans son espoir de satisfaction, de et par l'objet, se rêve d'être comblé par cet objet idéalisé, mais lequel est bien incapable de satisfaire quoi que ce soit, parce que cet objet, c'est un sujet, animé d'un désir et qui rêve aussi de sa propre satisfaction. Mais est-ce la même? Généralement très peu, sauf par aliénation, plus que par conviction. Néanmoins, il peut exister une jouissance consciente, voulue, mais aussi inconsciente de l'aliénation. Elle se réalise par obéissance ou par calcul. Mais pourquoi? Pourquoi Lacan, après toutes ces critiques qu'il avait faites sur toutes les formes de l'amour, nous énonça-t-il un jour tardif, ce qui en stupéfia plus d'un de ma génération, et tout cela à la fin de son parcours, au moment de la dissolution, en s'adressant à nous, nous disons à ceux qui m'aiment encore. Lettre de dissolution du 5 janvier 1980. Je parle sans le moindre espoir de me faire entendre notamment. Lacan parle de l'homme qui pense et ne s'aperçoit pas que d'abord il parle. En effet, c'est le courant de notre expérience à nous, les analystes. Nous rencontrons tant de personnes qui ne s'aperçoivent pas, qui méconnaissent qu'elles parlent. Je cite Lacan, qui dit « Freud part de sa cause phallique pour en déduire la castration, ce qui ne va pas sans bavure, que je m'emploie à éponger. Contrairement à ce qui se dit de la jouissance phallique, la femme, quoiqu'elle n'existe pas, n'en est pas privée. Elle ne l'a pas moins que l'homme à quoi s'accroche son instrument, organon. Si peu qu'elle en soit pourvue, reconnaissant que c'est mince, elle n'en obtient pas moins l'effet de ce qui limite l'autre bord de cette jouissance, à savoir l'inconscient irréductible.
C'est même en cela que les femmes, qui elles existent, sont les meilleures analystes, les pires à l'occasion. C'est à la condition de ne pas s'étourdir d'une nature antiphaïque dont il n'y a pas trace dans l'inconscient, qu'elles peuvent entendre ce qui de cet inconscient ne tient pas à se dire, mais qui atteint à ce qui s'en élabore comme procurant la jouissance phallique. Séminaire du 11 mars 1980, j'en extrais ce passage. Il faut que je termine sur le malentendu des femmes que j'ai dites n'être pas privées de la jouissance phallique. On m'impute de penser que ce sont des hommes. Je vous demande un peu. La jouissance phallique ne les rapproche pas des hommes, elle les éloigne plutôt, puisque cette jouissance est obstacle à ce qui les apparit aux sexués de l'autre espèce. Je précise, le malentendu ne veut pas dire qu'elles ne puissent avoir avec un seul choisi par elles, la satisfaction véritablement phallique, satisfaction qui se situe de leur ventre, comme répondant à la parole de l'homme. Il faut qu'elle tombe sur l'homme qui lui parle selon son fantasme fondamental à elle. Ça n'arrive pas souvent. Et quand ça arrive, ça ne fait pas rapport pour autant écrit, c'est-à-dire entériné dans le réel. De ce que j'ai appelé le non-rapport, Freud avait l'idée, malgré sa réduction au génital et au fait de la reproduction. N'est-ce pas en effet ce qu'il articule de la différence de la pulsion phallique à celle qu'il prétend subsister du génital? En aurait-il aperçu le dualisme sans l'expérience où il était de la psychanalyse? La jouissance phallique est celle justement que consomme l'analysant. Séance du 10 juin 1980 à l'Institut océanographique. L'importance du malentendu pour la psychanalyse. Je cite. Ce séminaire, je le tiens moins qu'il ne me tient. Est-ce par l'habitude qu'il me tient? Sûrement pas, puisque c'est par le malentendu. Il n'est pas près de finir, précisément parce que je ne m'y habitue pas à ce malentendu. Je suis un traumatisé du malentendu. Comme je ne m'y fais pas, je me fatigue à le dissoudre. Et du coup, je le nourris. C'est ce qui s'appelle le séminaire perpétuel. Je ne dis pas que le verbe soit créateur, je dis tout autre chose parce que ma pratique le comporte. Je dis que le verbe est inconscient, soit malentendu. Si vous croyez que tout puisse s'en révéler, eh bien vous vous mettez dedans. Tout ne peut pas. Cela veut dire qu'une part ne s'en révélera jamais. C'est précisément ce dont la religion se targue. Et c'est ce qui donne son rempart à la révélation dont elle se prévaut pour l'exploiter. Quant à la psychanalyse, son exploit, c'est d'exploiter le malentendu, avec au terme une révélation qui est le fantasme. C'est ce que vous a refilé Freud. Quel filon, il faut le dire. Tout autant que vous êtes, qu'êtes-vous d'autre que des malentendus? Le nommé Otto Rank, on a approché en parlant du traumatisme de la naissance. De traumatisme, il n'y en a pas d'autre. L'homme naît malentendu. Puisqu'on m'interroge sur ce qu'on appelle le statut du corps, j'y viens pour souligner qu'il ne s'attrape que de là. Le corps ne fait apparition dans le réel que comme malentendu. Soyons ici radicaux. Votre corps est le fruit d'une lignée dont une bonne part de vos malheurs tient à ce que déjà elle nageait dans le malentendu tant qu'elle pouvait.
Elle nageait pour la simple raison qu'elle parlaîtrait à qui mieux mieux. C'est ce qu'elle vous a transmis en vous, donnant la vie, entre guillemets, comme on dit. C'est de ça que vous héritez. Et c'est ce qui explique votre malaise dans votre peau, quand c'est le cas. Le malentendu est déjà d'avant. Pour autant que dès avant, ce beau legs, vous faites partie, ou plutôt, vous faites part du bafouillage de vos ascendants. Pas besoin que vous bafouilliez vous-même. Dès avant, ce qui vous soutient au titre de l'inconscient, soit du malentendu, s'enracine là. Il n'y a pas d'autre traumatisme de la naissance que de naître comme désiré. Désiré ou pas, c'est du pareil au même, puisque c'est par le par-l'être. Le par-l'être en question se répartit en général en deux parlants qui ne parlent pas la même langue, deux qui ne s'entendent pas parler, deux qui ne s'entendent pas tout court, deux qui se conjurent pour la reproduction, mais d'un malentendu accompli que votre corps véhiculera avec la dite reproduction. J'admets que le langage puisse servir à une communication sensée, sensée écrit S-E-N-S-E, du sens, servir à une communication sensée. Je ne dis pas que ce soit le cas de ce séminaire, pour la bonne raison que la communication sensée, S-E-N-S accent aigu, c'est le dialogue et que côté dialogue, je ne suis pas gâté. J'ajoute que je ne tiens pas la communication scientifique pour un dialogue, puisque non sensé, S-E-N-S-E-E, ce qui est son avantage. Le dialogue est rare. Pour ce qui est de la production d'un corps nouveau parlant, il est si rare qu'il est absent de fait. Il ne l'est pas de principe, mais le principe ne s'inscrit que dans la symbolique. C'est le cas du principe dit de la famille. Par exemple, sans doute ceci a-t-il été pressenti de toujours, assez pour que l'inconscient ait été tenu pour le savoir de Dieu. Ce qui néanmoins distingue le savoir dit inconscient du savoir de Dieu, c'est que celui-ci était censé, alors là, censé, C-E-N-S-C, celui-ci, le savoir de Dieu, était censé être celui de notre bien. C'est ce qui n'est pas soutenable, c'est ce qui n'est pas soutenable. D'où la question que j'ai posée, Dieu croit-il en Dieu? Comme d'habitude, quand je pose une question, c'est une question-réponse. Caracas, 12-15 juin 1980. Pourquoi ne pas admettre que la paix sexuelle des animaux, à m'en prendre à celui qu'on dit être leur roi, le lion, tient à ce que le nombre ne s'introduit pas dans leur langage, quel qu'il soit. Sans doute le dressage peut-il en donner apparence, mais rien que ça. La paix sexuelle veut dire qu'on sait quoi faire du corps de l'autre, grand A. Mais qui sait que faire d'un corps de par-l'être, hormis le serrer de plus ou moins près? Qu'est-ce que l'autre trouve, grand A, qu'est-ce que l'autre trouve à dire? Et encore quand il veut bien, il dit « serre-moi fort ». Bête comme chou pour la copulation. N'importe qui sait y faire mieux. Je dis n'importe qui, une grenouille par exemple. Voilà. Nous débouchons et aboutissons alors sur cette fameuse jouissance féminine qui préoccupa tant Lacan jusqu'au bout, dans sa référence et différence avec Freud, pour qui le féminin fut un écueil sur lequel se brisa quelque peu l'avancée de sa théorie. Cette jouissance dite féminine est introduite précisément par cette question du féminin dans la psychanalyse et qui nous est due spécifiquement depuis 1973 à Jacques Lacan. Je me sers ici, pour terminer, de mon travail ayant abouti en 2016 à un ouvrage sur le féminin précisément intitulé « Féminin singulier », une étude lacanienne. Le féminin, c'est ce qui fait jouir. C'est la racine et l'horizon du jouir, quel que soit son sexe propre.
Jouissance féminine, voilà où nous en sommes advenus. À passer du féminin substantif à qualifier de féminine cette jouissance. Féminine qui est l'adjectif qualificatif au féminin de féminin. D'un substantif à un qualificatif qui indique au féminin une qualité, elle-même féminine. Le féminin singulier est donc pluriel. Qu'est-ce qui le montre? Que le féminin peut encore avoir son féminin, en ce terme d'adjectif qualificatif de féminine. Du féminin, donc toujours au-delà du féminin, et n'est pas genré, comme on dirait aujourd'hui. Comment comprendre ce féminine, de la jouissance féminine, qui émerge ainsi? Comme une autre dimension encore qui nous aura montré combien c'est au pluriel qu'il faut recenser donc les dites dimensions formant réunies ce qui apparaît comme étant le féminin. Ces dimensions, ces mentions, M-E-N-S-I-O-N, ces mentions, M-A-N-S-I-O-N, du latin mentio qui veut dire demeure, ces maisons du dit, ces demeures pratiquement autonomes dans lesquelles se meut, habite le féminin, sous les diverses formes où l'on peut le rencontrer. C'est-à-dire en faire la rencontre, ici ou là, au sens de la tuké d'Aristote, opposé à l'automaton. Il s'agit ainsi d'une rencontre dans le réel. On repère au moins 5 majeures dimensions féminines du féminin de la jouissance dite féminine. Premièrement, du féminin à l'aise dans le lesbianisme. Souvenons-nous de Sidonie Silag, la jeune homosexuelle du cas de Freud en 1920, qui a fait d'emblée apparaître que le féminin, dans le champ d'exercice de l'homosexualité féminine, ou plutôt le lesbianisme, peut y trouver là l'une de ses demeures paradoxalement privilégiées. On sait que Lacan nommera perversion la position sexuée de Sidonie. Ce féminin que poursuit Sidonie, sans l'atteindre, est un féminin qui choisit la voie de l'amour. C'est un amour narcissique. C'est l'amour narcissique de son sexe, soit le féminin en elle dans l'autre, en tant que du même. Cet amour n'est pas seulement narcissique, il est aussi amour courtois, pur amour, amour sexuel, voire de l'amour illimité. C'est en tout cas un amour dans le réel, car c'est un amour impossible. C'est un amour d'une grande fragilité aussi. Aussi est-il sujet au passage à l'acte, c'est-à-dire se réduire à l'objet petit a, autrement dit pur déchet. Se réduire au passage à l'acte comme à l'acting out, c'est-à-dire du transfert sans analyse, mais la réclamant l'analyse. Ce féminin, ou plutôt cette recherche, cette tension vers le féminin, c'est encore chez une Sidonie Silag une position de maître. Sidonie est un maître, une maîtresse qui maîtrise tout et dans sa vie, de et dans sa vie. C'est un maître qui enseigne. Sidonie délivre une leçon d'amour par l'exemple vivant qu'elle incarne en existant. Sidonie Silag, maîtresse de tout, maîtresse de toutes, maîtresse chien, en aimant elle-même en chien, en se refusant à la jouissance phallique, dont le chemin corporel qui y mène la dégoûte, en y échappant pour s'affirmer en maître, nous donne une leçon sur le féminin. Sidonie est tout amour, mais elle n'a pas de corps. Deuxièmement, deuxième demeure du féminin dans son rapport au tout, pas tout phallique, jouissance de l'autre.
L'exclusion du phallique chez Sidonie a mis la question du féminin comme en impasse. Impossible pour avancer de faire l'impasse sur la dimension phallique, dimension dans laquelle il fut montré que le féminin a aussi ses aises, mais pas les mêmes. Plus exactement, les deux dimensions phallique et patophallique y ont leur place, car elles s'articulent d'un pas l'une sans l'autre. Le féminin s'est alors montré comme un reste, ce qui reste de la division qui s'effectue du patophallique, sorte de diviseur. Il divise les hommes et les femmes, il divise aussi les femmes entre elles, la possibilité entre autres termes de la jouissance supplémentaire du patophallique dont témoignent certaines femmes sans pouvoir en dire quelque chose de plus. Possibilité de cette jouissance dite féminine du patophallique, distinguée d'avec la jouissance toute phallique de l'homme. Attribut cependant aussi de toute femme via His Majesty the clitoris. C'est alors un tout phallique écorné parce que divisé par un patophallique. Le résultat, c'est que ce que nous nommons la part de jouissance des femmes eu égard aux hommes. Mais il y a un reste, c'est celui de l'opération de division qui ne tombe pas juste. C'est précisément cela le féminin, et pour les deux sexes. Les jouissances supplémentent la jouissance dite féminine du patophallique. Cette potentielle jouissance autre d'une femme supplémente sa jouissance clitérophallique de femme, le féminin. C'est un substantif qui va venir nommer, c'est-à-dire trouer l'imaginaire jusqu'à l'insupportable de la fascination ou du rejet, de l'envie ou du mépris, nommer, trouer le reste d'une opération de division des jouissances. Il y a un réel qui se dit ainsi chez Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel, sous-entendu inscriptible dans la structure. Autrement dit, on ne fait l'amour qu'avec son inconscient, via son fantasme. On n'est donc aucunement en rapport avec la différence sexuelle de l'autre. À la place de quoi, il y a un imaginaire qui se précipite pour remplir le vide et comble provisoirement le manque avec ce qu'on appelle l'amour. La jouissance s'en mêle et réclame ses droits à la satisfaction, c'est-à-dire à la mise en jeu du parcours des pulsions, et ceci sous deux formes. La jouissance phallique de l'homme et de la femme, hors corps, plus une autre jouissance, dite supplémentaire, jouissance dite encore féminine, que tout sujet, indépendamment de son sexe bio-anatomique, peut parfois éprouver et dont il ne peut rien dire, étant hors langage, cette jouissance. Majoritairement, ce sont les femmes qui l'éprouvent. Mais à certains hommes, cela peut aussi leur arriver. Ces derniers sont cependant minoritaires. Le féminin, c'est ce qui reste, je précise, dans le réel de l'opération de division des deux jouissances qui ne tombent pas juste. Pour autant que la jouissance phallique, c'est ce qui va subir l'action de cet opérateur de division, et non pas donc, comme supposé, rassembleur, mais diviseur, qui est la jouissance autre, ineffable, bien que ressentie, mais pas tout le monde, pas pour tout le monde. Troisième demeure, du féminin comme figure d'objet petit a. C'est ainsi que nous avons eu la surprise, dans ce travail, de cerner le féminin comme ressortissant de l'objet petit a. Ressortissant, car ce n'est pas un objet petit a. Ce n'est pas l'un des quatre objets petit a pulsionnels, le sein, les fesses, le regard et la voix, mais une figure de l'objet petit a, telle que peuvent l'être toute une série d'objets. On peut citer la cendre et le rien, parfois nommé par certains lacaniens cinquième objet petit a. Le féminin, comme le rien, ne fait
comme le rien fait figure d'objet petita, sans être objet petita. Le féminin, c'est du rien. C'est un rien. Et même, nous sommes arrivés à dire, énoncer que c'est beaucoup plus encore. Le féminin, c'est 3 fois rien. Il s'en est fallu de 3 fois rien pour que l'autobus ne l'écrase. Comme ce 3 fois rien, le féminin, 3 fois rien lui-même, s'avère être vital dans certaines circonstances. Ainsi, ce qu'on appelle la vie ne saurait se priver de ce 3 fois rien que l'on appelle énigmatiquement le féminin, et que la plupart des hommes passent son temps à refuser, déniant pour le contourner une part cruciale de la sexualité humaine. Le psychanalyste, c'est l'invention de Freud pour répondre à ce 3 fois rien, vital, du féminin. Il répond et avant tout l'accueillir, comme jamais. Comme jamais il ne le fut dans l'histoire. L'accueillir et y répondre dans cette position d'un métier de ce fait impossible, dit Freud lui-même, avec celui de gouverner et d'éduquer. Le psychanalyste, c'est celui, celle, qui aura acquis au moyen de son analyse personnelle, poussée jusqu'à sa fin, et non pas seulement son terme, la capacité à supporter cette position pour permettre que le féminin s'avance vers lui, vers elle, afin de se faire accueillir, entendre, reconnaître, admettre enfin comme ce 3 fois rien, sans lequel il n'y a plus de vie érotique possible entre les humains, de tous les sexes que l'on voudra, de toutes les positions déclarées de sexe et de genre confondus. Qu'enfin, que quelque chose du féminin passe, au sens de sorte de l'impasse où on veut le cantonner. Quatrième demeure, du féminin serré par les 3 passions de l'être, puis coincé dans le triskel du nœud borroméen. Le féminin, c'est aussi quelque chose qui réfère à l'amour, à la rencontre amoureuse, au déclenchement de l'amour, au plaisir-déplaisir de l'amour. C'est quelque chose non seulement de désirable et qui suscite le désir, qui l'interroge aussi, mais encore quelque chose qui est à l'origine, à la source première de l'amour, et donc de la haine tout aussi bien, disons de l'énamoration, pour parler comme Lacan, de l'énamoration de transfert. Il y faut pour cela une rencontre. Cette rencontre, c'est celle avec l'analyste. Mais ce dernier ne peut, lui, se permettre d'être dans cette effusion s'il désire qu'il y ait de l'analyse, une chance d'analyse. Il doit taire l'amour. Seule façon d'éviter le piège des 3 passions, l'amour, la haine et l'ignorance. Alors l'analyste, même touché, même porteur du féminin, ne donne rien, car il n'a rien à donner. Il doit accepter de se consumer, pas consommer, consumer, et non pas brûler de cet amour qui déclenche l'entrée en scène de la question du féminin. Lacan invente un mythe à cette occasion, celui de la bûche humide qui se consume dans l'âtre mais ne brûle pas. L'analysant approche sa main de celle-ci et on espère, en fantasme, que de la bûche brûlante va jaillir une autre main s'enflammant en venant à la rencontre de la sienne. Ainsi, l'analyste, objet, se fait bûche humide et néanmoins brûlante, sans pour autant flamber, son humidité l'en empêchant. Position du psychanalyste. La troisième passion, l'ignorance, permet à Lacan d'y introduire la question du savoir dans cette affaire. Et le ternaire du polyèdre de la séance du 30 juin 1954 du séminaire Les écrits techniques de Freud sera par nos soins rabattu sur le ternaire du nœud borroméen à 3 consistances tel que présenté à Rome dans la 3e au 7e congrès de l'AFP,
31 octobre, 3 novembre, mais c'est dans le bouquin. Il s'avère donc que le féminin est bien une figure de l'objet petit a, autant cause du désir que plus de jouir, coincé par les trois consistances du neuroméen, le réel, le symbolique et l'imaginaire, qui le cerne, qui le sert aussi, mais encore soumis à la virulence alternée des dessus-dessous. Vous savez qu'un neuroméen, c'est des dessus-dessous. L'alternance des dessus-dessous tournoyantes et changeantes des trois passions de l'être qui s'exercent au sein même de la contrainte du nœud. Et le féminin, c'est encore à y regarder de plus près ce qu'il en sert de ce triskel au centre, qui le coince manifestement au centre du nœud, les trois points de recoupe au plus près du petit a. Grand S, grand I, symbolique imaginaire, grand R, grand S, grand R, grand I, soit à nouveau respectivement l'amour en position de passion unique, exclusive, dans la rencontre, puis quand ça tourne, l'ignorance, également en cette même position, et la haine de même, en faisant tourner. Ces trois points de rencontre forment reliés un triskel, trois points clés en quelque sorte, coinçant l'objet petit a féminin. Dernière indication, on peut voir sur le nœud, faisant l'expérience, que le triskel qui en sert coince le petit a féminin est lui-même bordé par trois plages de jouissance. Entre R et I, entre réel et imaginaire, le corps, la jouissance de l'autre, grand A, la jouissance du corps de l'autre, et entre R et S, la jouissance phallique. Entre I, le corps, et S, le sens, la jouissance, en deux mots. La jouissance du sens. Bon, on se reportera pour plus de détails aux notes complètes de la séance du 6 janvier 2010 de mon séminaire intitulé, si vous voulez aller voir, intitulé Le psychanalyste passant le féminin. C'est sur mon blog luca.ru, rubrique séminaire, féminin, point d'interrogation, séminaire de 2009-2010. Et enfin, cinquième demeure du féminin comme Alcibiade, un lieu d'absence de l'Ablehnung der Weiblichkeit, qui se traduit en français par récusation du féminin. Alors pour cette cinq demeures, il faut revenir à Alcibiade et Socrate. Alcibiade, dans le banquet de Platon, c'est lui l'homme du désir, car il est dans la position du féminin qu'il incarne. Alcibiade ne craint pas la castration imaginaire. Il est déjà dans la castration symbolique. Ainsi, il ne renonce pas à parler. Le point d'identification du psychanalyste est posé là, sur Alcibiade, et non pas sur Socrate, dont Lacan avait parlé comme précurseur de l'analyse. Comme Sidonie Silag, qui dit « je la veux parce que je la veux », la baronne Léonie von Puttkamer, Alcibiade dit « je le veux parce que je le veux, Socrate ». Pur désir, sans ratiocination inutile, autant que leurrante. Léonie, la baronne, laisse faire concernant Sidonie. Socrate, il va d'un « détrompe-toi, Alcibiade, je ne suis rien ». Socrate, qui veut en pédagogue le bien d'Alcibiade, n'est pas analyste. Léonie von Puttkamer l'est plus, laissant s'épuiser Sidonie, raconter qu'elle n'est et n'a pas plus les agalmata, les objets petits a, en elle que Socrate lui-même. Alcibiade est ici l'homme féminin du désir. Je dirais que Sidonie aussi. Ainsi, Socrate s'engage-t-il dans deux erreurs dont l'analyste doit se garder. Premièrement, faire savoir son savoir, c'est-à-dire enseigner en quelque sorte, c'est-à-dire démontrer.
Première erreur que ne doit pas faire l'analyste. Deuxième erreur, ne pas laisser à Alcibiade le soin de se rendre compte par lui-même à sa vitesse de son propre vide. Deuxième erreur. Et on peut remarquer alors que Socrate est quelqu'un qui s'insupporte du féminin, en se défaussant vers l'Agathon qu'il désigne à Alcibiade. Dès lors quoi? Dès lors, premièrement, il n'est pas contestable que tel Alcibiade avec Socrate, le psychanalyste situe les agalmata qui sont en jeu dans son analyse chez son psychanalyste, métaphoriquement dans le ventre de celui-ci. Il s'agit en fait d'un savoir symboliquement phallicisé, mais transmué en agalmata. Cela place le psychanalysant en position de féminin, c'est-à-dire ici dans l'espoir d'obtenir, d'avoir, de recueillir, voire d'enraciner d'arracher ces agalmata, d'un féminin sur son versant dans sa dimension imaginaire. Deuxièmement, il n'est pas moins contestable que, tel Socrate avec Alcibiade, le psychanalyste est invité à ne livrer à l'analysant aucun signe de cette présence en lui des agalmata supposés, mais non pas de lui dire son savoir de cette absence comme le fait Socrate. Cette abstention est un refus actif. Il peut se réaliser grâce au grand phi que Lacan vient d'introduire dans ce séminaire, le transfert, 1960-61, le grand phi, le phallus symbolique, et auquel l'analyste va se laisser identifier. Le mouvement de l'analyse fait de l'analyste quelqu'un qui va déchoir, un n'importe qui. Sa déchéance est une déchéance de position. L'analyste est appelé à déchoir de grand A en petit a. Et là où l'analysant s'en remet à un savoir supposé chez son analyste, l'analyste, lui, va répondre par son manque à être. Socrate se refuse à l'échange avec Alcibiade. Il reste un donneur de leçons impavide. Impavide, il reste analyste. Donneur de leçons, il sort de la position analytique. Socrate, portraituré en analyste, n'aurait-il pas pu retrouver et assumer en lui son féminin sur un autre registre que celui sur lequel fait fond Alcibiade et que nous avons nommé imaginaire? Socrate aurait été analyste jusqu'au bout s'il s'était autorisé à considérer son action comme un don, dont le nom est consommation. Ce n'est pas un don de ce que l'on n'a pas, comme l'amour, pas non plus un don de ce que l'on est, mais un don non sacrificiel, rien n'en est attendu en retour, mais va de pair avec un effet de destitution subjective, dont un don non sacrificiel d'un désêtre, laissant Alcibiade rencontrer son féminin à lui, Socrate, mais un féminin dans le registre du réel, l'uden on, dont il est question plus haut dans son propre discours de réponse à Alcibiade. En s'absentant donc de le renvoyer à Agathon, en lui laissant son temps à Alcibiade pour son analysant d'Alcibiade, donc de mettre à nu son manque à être à lui, Socrate, à lui, à l'analyste Socrate, devenu ainsi son analyste pour de bon. La temporalité du séjour d'analyse. L'analyste ne doit jamais anticiper. C'eût été un don sans retour du féminin, dans le réel, qui aurait répondu à une insistance répétitive et séductrice du féminin dans l'imaginaire, du côté d'Alcibiade. Pas un échange, un croisement. Comme on dit, vous avez rencontré un tel? Non, je n'ai fait que le croiser. Le féminin ici trouve enfin, dans la rencontre analytique, comme une allure de croisière.
Voilà. L'avancée que fait Lacan dans la séance du 13 mars 1973, puis dans celle terminale du 26 juin 1973 de son séminaire Encore, nous y voici. Notre approche a consisté à mettre en évidence deux manières de localiser le féminin, l'une formelle, l'autre modale. Premièrement, on se souvient du tableau dit des cointeurs de la sexuation, page 73 de l'édition du Seuil. En allant à l'essentiel, on s'aperçoit que la partie inférieure du tableau fait apparaître une différence entre le côté homme et le côté femme du positionnement sexuel. Même, on le sait, si un homme peut aller se ranger du côté femme à l'occasion et inversement pour une femme. Côté homme, l'homme n'a rapport avec le côté femme qu'en prenant la femme exclusivement en tant qu'objet petit a. Il n'en jouit que comme cela, ce qui fait dire à Lacan que cette jouissance, au sens étymologique, est une jouissance de l'idiot, du grec idiotes, qui veut dire particulier, qui veut dire aussi ignorant. Alors qu'une femme, elle, quand elle jouit, peut échapper partiellement à la jouissance de l'idiot, parce qu'elle est en rapport, elle a rapport à l'autre grand A, au signifiant du grand autre, et non pas seulement au phallus, comme le montre le dit tableau et la pratique de l'analyste. Ce à quoi cependant se limitent certaines femmes qui ne savent pas qu'elles peuvent se dédoubler, confondant en outre porteur de pénis et lieu du phallus. Cette monstration formelle aboutit à ce que le féminin s'en trouve dès lors une première fois localisé. Le rapport d'une femme au S de grand A barré, au signifiant du grand O de barré, il y trouve là son locus, le féminin, son lieu, son home, at home, dans ce rapport à l'autre, au signifiant du grand autre, mais aussi au corps réel de l'autre qui le symbolise. Et Lacan est formel à cet endroit, corps réel. Le féminin, dans ce rapport au corps de l'autre, grand A, est chez lui, at home. D'autant plus chez lui que ce rapport du la barré au S de grand A barré, de la femme barré, se situe du même côté, du côté femme de la partie inférieure du tableau, si vous remarquez bien. Ce qui échappe à certaines femmes qui n'ont de rapport qu'au phallus, mais uniquement sous sa forme du moins phi, le phallus imaginaire, qu'incarne pour elle le pénis de l'homme, son partenaire, qu'elle vise et veut châtrer. Et veut châtrer ex antérieur, participe passé. Pas du phallus symbolique, grand phi. Deuxièmement, on peut aussi aller chercher une deuxième localisation du féminin lors de la séance du 26 juin 1973 de ce séminaire encore, lorsque Lacan décline les modalités logiques, nommément les formules de la contingence et de la nécessité. Vous savez que cesse de ne pas s'écrire est la formule de la contingence, celle de la rencontre en est l'exemple princeps. Ne cesse pas de s'écrire est la formule du nécessaire, de l'amour, qui n'est pas dans le réel. À quoi s'ajoute la formule de l'impossibilité, soit du réel, ne cesse pas de ne pas s'écrire, dont la non-existence du rapport sexuel fait ici paradigme. Lacan définissant le rapport sexuel comme ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. Il y a donc un déplacement de la négation du cesse de ne pas s'écrire au ne cesse pas de s'écrire, c'est-à-dire du passage de la contingence à la nécessité. Je cite Lacan. C'est là le point de suspension à quoi s'attache tout amour. Tout amour de ne subsister que du cesse de ne pas s'écrire
tend à faire passer la négation au ne cesse pas de s'écrire, ne cesse pas, ne cessera pas. Tel est le substitut qui, par la voie de l'existence, non pas du rapport sexuel, mais de l'inconscient qui en diffère, fait la destinée et aussi le drame de l'amour. Dit donc Lacan dans cette dernière séance, page 132 de l'édition du Seuil. Nous avons avancé que ce déplacement du cesse de ne pas au ne cesse pas, ce déplacement donc de la négation est une autre façon de localiser le féminin, le dit féminin. Pourquoi? Parce que le féminin, c'est ce qui, comme un furet, furtivement passe par là et s'écrit dans le temps même de ce passage, de cette passe d'une forme de négation à une autre, pour comme s'évanouir après. Ce qui s'avère alors ne pas concerner seulement, comme le dit Lacan, ce qui fait, je cite, la destinée et le drame de l'amour, mais porté par lui, porté par l'amour, aussi bien le féminin. Sauf à conclure qu'amour et féminin sont sinon une seule et même chose, à tout le moins une même cause, et qui sont pris l'un et l'autre dans ce même mouvement, ce même élan qui, in fine, par la rencontre, vise l'être. Voilà. Oui, c'est un peu dense, c'est ça? Vous C'est voulez ça. vous voulez une fourchette, un couteau? Donc, dans la dernière partie, je ne peux pas tout développer, mais les références sont ça. Si vous ne l'avez pas lu, voilà, c'est féminin singulier. J'avais aussi écrit féminin pluriel avant. C'était un e-book et là, après, j'étais féminin. Mais je crois que je vais reprendre la question. J'avais fait rejoindre féminin et transfert, et là, j'ai fait rejoindre féminin et amour, bien sûr. C'est pareil. C'est pareil. C'est pour ça qu'une grande partie de l'humanité n'arrête pas de faire taire cette question. Les hommes principalement, bien sûr. Principalement les faire taire, oui. Tout ce qui. Voilà. Pousser les femmes à la cuisine, à l'église, les voiler, ne pas leur donner de droit. Le droit de vote des Français, c'est quand même 1944. Hein. Après les Anglaises, après tout le monde. Enfin, dans tous les domaines, que ce soit le droit, que ce soit la sexualité, que ce soit tout, quoi. Toujours étouffer cette peur, cette trouille de ce que j'appelle le féminin. C'est pas la peur de la femme, c'est pas la peur des femmes, c'est la peur du féminin. D'autant plus peur que les hommes peuvent rencontrer aussi leur part de féminin, qui confondent avec une faiblesse. Donc le féminin, c'est l'avenir non seulement de l'homme, comme de la femme, mais de l'humanité, mais de la psychanalyse. La psychanalyse, le pas tout, car ça part de là. Et la psychanalyse, c'est comme cette seule discipline qui a commencé à accueillir le féminin. Chez Freud, mais chez Freud, ça ne va pas très loin,
ça va pas très loin, puisqu'il était pris dans les problèmes, les valeurs de son temps, les fantasmes de son temps, mais Lacan, ça va quand même un peu plus loin. Page 73, ça va plus loin. Mais il n'y a pas de reprise après. Ouais. Il faut reprendre ça. Et enfin, oui, tout ce texte-là, l'ensemble du séminaire, version écrite, je le tiens à disposition des participants ici, hein. Il suffit de me le demander par mail. Je vous envoierai l'ensemble du texte. Il fait, sous mes yeux, il fait 94 pages. Mais vous pouvez avoir la version orale que vous pouvez écouter, réécouter. Et puis, je ne refuse pas du tout vous donner mes notes. Il y a 94 pages depuis le début. Là, les quatre conférences font 94 pages. Vous me le demandez individuellement et je vous l'envoie. Il n'y a pas de problème. Le symbolique est à tout le monde, là, quand on disait. Hein, pas de propriété. Je m'en servirai peut-être pour un livre, mais sous forme de notes, vous pouvez le prendre et en faire ce que vous voulez. Je ne suis pas comme ça. Le symbolique est à tout le monde. Et malgré l'apparence, j'ai bien parlé d'amour, de désir et de jouissance ce soir aussi. L'apothéose sur le féminin. C'est intéressant comment Socrate, à un certain moment, Lacan il demande si Socrate il est analyste. Il dit non, 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 non. Pourquoi? Parce que il dit trop de choses, Alcibiade. Et surtout, peut-être la chose principale, c'est celle-là. Il lui dit, c'est pas moi que tu désires comme objet de plaisir, de jouissance. C'est pas moi que tu désires. C'est comme nous tous ici, la, la- la- la bande de vieux, de vieilles lopes, comme on dit vulgairement, de vieilles lopes que nous sommes, de vieillards que nous sommes. C'est Agathon. On bande tous pour Agathon. Le jeune Agathon, poète, voilà. C'est toi, c'est Agathon que tu désires, c'est pas moi. Voilà. Il lui désigne l'objet de son désir. Et bien ça, l'analyse ne doit pas le faire. Voilà. Jamais. Il doit permettre à l'analysant de faire son chemin pour rencontrer quel est l'objet de son désir. Voilà. Et pour rencontrer le manque à être de l'analyste, son désêtre. Et ça, c'est tout un chemin. C'est pour ça que l'analyse, ça prend du temps. Mais alors, Socrate, il lui dit non, c'est pas moi, détrompe-toi, Uden je ne suis rien, je suis rien. Mais laisse donc découvrir Alcibiade que tu n'es rien. Et d'ailleurs, dire que tu n'es rien, c'est une drôle de prétention. C'est une prétention à l'envers. Voilà. Donc, Socrate ne peut pas être, Lacan dit un précurseur de l'analyste. Oui, un précurseur, parce que Alcibiade se révèle son désir, il parle Alcibiade. Quand il arrive à la fin du banquet, vous savez, il arrive à la fin du banquet, tout le monde a dit son éloge de l'amour, ce sont des platitudes infinies, l'amour c'est faire un, etc. Bon, il arrive, il est alcoolisé, il est sous, et c'est parce qu'il est sous qu'il parle aussi. Il parle, il dit son amour, son désir pour Socrate. Voilà. Alors, la présence de Socrate est une présence analytique. Elle est pré-socratique parce qu'après, il dit des conneries. Il dit c'est Agathon que tu désires, c'est pas moi, et puis moi je ne suis rien. Bon, l'analyse ne doit pas faire ça. Il doit fermer sa gueule. Voilà. Bon, alors Socrate n'est pas là, mais Alcibiade, oui. Pourquoi? Parce qu'Alcibiade, il y va de son désir. Il énonce son désir en plus devant une assemblée. Il dit oui, que voilà, il désire Socrate. C'est plutôt ça qui est proche de la position de l'analyste. Alors, Sidonie, la comtesse, je ne sais plus le nom, euh, Léonie von Puttkamer, homosexuelle, qui fait couple avec Sidonie, elle est plus dans la position d'analyste.
C'est une bourgeoise de la Vienne 1880-90. Elle est, sans le savoir, elle est dans la position de l'analyste. Elle laisse approcher Sidonie. Elle la laisse s'épuiser dans l'énoncé de son désir. Elle la laisse découvrir qu'au fond, Léonie, la comtesse, la baronne, elle n'a pas les agalmata dans son ventre, ni ailleurs. Elle ne les a pas. Elle n'est pas objectita. Mais elle laisse Sidonie s'épuiser là-dessus. Là, c'est une position analytique. L'analyste laisse s'épuiser en quelque sorte les figures sous lesquelles l'analysant le portraiture, en fait des images de sa mère, de son père, de son amant, de son... Voilà. Il laisse s'épuiser, c'est pour ça que ça prend du temps, je le disais. C'est le temps, c'est la temporalité du sujet, il faut qu'il en passe par là pour qu'il y ait une désubjectivation et qu'il rend compte que l'analyste est un pauvre type, quoi, comme tout le monde, qu'il y a un désêtre, qu'il y a un manque en lui. Et c'est ça la réponse de l'analyste, c'est son manque, qui est souvent dans le silence. Mais il faut que l'analysant découvre que ce n'est pas un grand autre. Et que la question du grand autre s'arrête avec lui, avec son analyse. À la fin de son analyse, il n'y a plus de grand autre. Il est complètement barré. Il ne faut pas que ça recommence à se mettre en selle. Et donc, pour ça, c'est aller jusqu'à la castration. Et là, Léonie, la baronne, est dans une, sans le savoir, hein, est dans une position d'analyse, beaucoup plus que Socrate. Donc, le lieu du féminin peut s'y révéler. Et ce sont pourtant deux homosexuels, deux lesbiennes grand 1, quoi. Ouais, que c'est pas la peine qu'il y ait des différences sexuelles pour que se jouent les choses éternelles de l'humain du point de vue de la psychanalyse. Je n'ai pas pris comme exemple un homme et une femme. Deux femmes lesbiennes, purement lesbiennes, de la littérature psychanalytique. Hein. Vous pouvez la jeune homosexuelle, aller voir, aller relire ça. Et puis, il faut prendre le livre qui a été fait depuis Sidonie Silag, hein, qui était dans les éditions de l'école lacanienne. Hein. C'est passionnant. Parce que cette dame, elle est morte à plus de 100 ans, et elle est venue à Paris, ils l'ont interviewée, elle a raconté son histoire, très différente que celle que Freud raconte, et elle a parlé de sa vie et de ses amours homosexuels. Donc voilà, je voulais terminer sur la position de l'analyste par rapport à cette question de la jouissance féminine, de la jouissance tout court, pour montrer quelle erreur il ne fallait pas faire. Et comment amour, désir et jouissance, c'est un tourbillon, tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'amour seul, l'amour dit platonique, bon, c'est aussi l'amour, l'amour adressé à Dieu, au Dieu d'abord, puis au Dieu du monothéisme, voilà, du Dieu des Juifs, des chrétiens, des musulmans, le monothéisme qui n'a pas arrangé les choses. Il n'y a pas un petit Dieu pour se plaindre et un Dieu pour satisfaire, il y a Dieu, donc il concentre tout l'amour et toute la haine. C'est pas plus facile. Hein. Avant, quand il y avait tous les dieux, voilà, un Romain pouvait s'adresser à un dieu, l'engueuler, puis il peut changer de dieu pour lui demander autre chose. Et ça facilitait la vie sociale et la vie amoureuse. Hein, alors, depuis le monothéisme, tout l'amour et toute la haine est concentrée sur une même entité, Dieu. Alors l'amour, on en a parlé beaucoup. Le désir, il est tout de suite là. Si on n'est pas dans l'amour platonique ou l'amour à Dieu, quoi, même dans l'amour à Dieu, les bonnes sœurs, elles en savent quelque chose. C'est un amour aussi très physique. Hein. Elles ont des orgasmes en pensant à Dieu. Donc le désir est tout de suite là. Et la jouissance, très rapidement, demande son dû.
soit en passant par le corps de l'autre, soit l'autosatisfaction, la masturbation, quoi. Il y a pas de secret en étant très adulte, là, hein. Donc, ça tourne tout le temps, c'est un tourniquet tout le temps. Alors, la jouissance seule, quand elle est vraiment seule, épurée, que ça, c'est le champ de la perversion. Voilà. Quand l'amour est seul, c'est l'amour dit platonique ou l'amour à Dieu, adressé à Dieu. Oui, il peut être un peu désexualisé, mais entre les deux, il y a quelque chose du désir qui se ramène toujours, quoi. Il y a les trois. Les trois. Et les trois sont toujours enfermés dans les trois passions, hein. Amour, euh, haine et ignorance. Lacan a eu ce génie d'introduire ce qui s'est jamais fait dans l'histoire de la philosophie, pourtant longue, de l'ignorance comme passion. Alors, introduire l'ignorance, tout de suite, vous comprenez, c'est introduire la question de la pensée, c'est-à-dire du savoir. À quoi nous avons affaire aujourd'hui, les psychanalystes, c'est à cette passion de l'ignorance. C'est plus à l'amour, à la haine, c'est tellement banal, c'est ni à la sexualité, il y en a tellement, les gens parlent plus de... C'est à l'ignorance de la psychanalyse. Voilà. L'ignorance de ce savoir accumulé par la psychanalyse. L'ignorance de tous les détracteurs qui n'ont jamais lu une ligne de Freud, sauf, comment il s'appelle, Onfray. Onfray, qui a tout lu en une nuit. Oui. Voilà. Sauf... Oui, justement, par rapport à, Vas-y, Bernard. Oui, oui, par rapport à ce que tu dis là, de cette perversion généralisée oui, dans le séminaire précédent, oui. euh, est-ce que ça peut durer longtemps, ce déni, enfin, c'est une sorte de déni, quelque Oui. part, cette absence d'historicité ou d'auto-création du sujet, là, du sujet moderne? Est-ce que ça peut durer longtemps sans que ça ait des effets euh, destructeurs? C'est ce que je me suis demandé, justement, ces jours-ci, comme par hasard. Je me suis dit que les gens, ils veulent plus rien savoir à l'université non plus, à l'école non plus, et les gens ne veulent plus rien savoir de l'histoire, même l'histoire de leur famille, même l'histoire avec un grand H ou avec une grande H. Ils veulent plus rien savoir de l'histoire. Mais maintenant, ils interrogent ChatGPT. ChatGPT ou le chat Mistral et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ChatGPT, puisqu'il n'invente rien? Il raconte toute l'histoire du savoir. En condensé, il raconte l'histoire. Et ça, il ne savait pas. Il ne savait pas que la guerre de 14, c'était en 14. Il ne savait pas qu'il y avait une deuxième guerre mondiale. Il ne savait pas que les femmes votent en France depuis 1944, puisqu'il ne voulait rien savoir. Je ne veux rien savoir. C'est ça dont on a affaire aujourd'hui. Mais ça leur revient. Ça ne leur revient pas par le professeur, pas par les parents, pas par le psychanalyste. Ça leur revient par ChatGPT. L'histoire leur revient. Ils ne voulaient pas lire, ça leur revient. Alors peut-être qu'il y a un espoir. Bah, d'autant plus qu'ils vont chercher, ça ne revient pas spontané. Oui, Non, ils sont obligés d'aller le chercher. ils sont obligés d'aller chercher Exprimé. pour faire leur partiel, leur devoir, tout ça, oui. Ouais. Ils n'auraient pas été chercher d'eux-mêmes, mais là, tout cuit, ça leur revient dans la figure. Qu'est-ce qu'ils vont penser de ce qui leur revient dans la figure? Est-ce que ça va les secouer? Ah, nos ancêtres les Gaulois, ah bon? Ah oui, ça va peut-être revenir, mais Bernard a tout à fait raison. Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. Je ne sais pas si Bernard t'a prononcé le mot de déni ou de délire. Je crois que c'est les deux d'ailleurs. Non, 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 déni. J'avais dit Déni, déni. déni. Oui, Mais je crois que c'est aussi un délire, cette histoire de oui, jouissance. oui, ça peut déboucher, oui. Voilà. Ouais. Alors combien de temps? Voilà. Je ne sais pas. Mm. Je ne sais pas si nos générations verront ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps ça peut prendre. Mais il y a de tels
accélération du temps, si je puis dire, de tels événements, le retour des guerres et tout ça, peut-être que ça va tellement secouer l'humanité, ça va tellement, je sais pas moi, un missile de Moscou, il paraît-il que ça met 12 minutes pour écraser vitrifier Paris. Peut-être que si un imbécile appuie sur le bouton, peut-être qu'après une vitrification, il n'y en aura pas 36, je ne sais pas, ou il n'y aura plus personne, ou alors ça va réveiller les humains. Ça va tellement vite, on ne peut pas dire. On peut pas dire. En 12 minutes, vous avez peut-être le temps d'écouter ChatGPT, qu'est-ce qu'il vous raconte sur l'histoire de l'humanité, mais 10 minutes après, c'est fini. Vous serez vitrifié. Alors, ça devient compliqué, la vie. Hein. Ça devient compliqué. Oui, enfin, j'ai trouvé intéressant là, ce que tu as, ce par quoi tu as fini là, de mettre en parallèle le féminin et l'amour. Oui, Alors, je me suis demandé si c'était tout à fait dans les conclusions de Lacan, enfin dans les dernières positions non, de Lacan sur l'amour. je ne pense pas. Je pense que c'est un peu moins là. Mais Voilà. Puis, juste pour, et puis après tu me diras ce que tu en penses, mais je t'ai déjà posé cette question. Tu as dit à certains moments que l'amour n'est pas un concept de la psychanalyse, mais alors oui, là, tu en parles encore. Alors, c'est peut-être pas un concept, mais on peut pas en faire l'impasse quand même. c'est pas un concept, mais Lacan lui-même dit qu'on en parle, ça ne parle que de ça, la psychanalyse. C'est pas un Ouais, concept. ouais. On ne parle que de ça. La psychanalyse, c'est sa phrase. Hein. La psychanalyse ne parle que de ça, de l'amour. Oui, oui. Mais alors, comment peut-on appeler ça si on ne l'appelle pas un concept? Un truc, un truc dont on ne peut pas se passer. Oui, D'expérience. oui. Mais il y a deux positions toujours. Où les gens s'y vautrent dans l'amour, même s'ils sont déçus et tout ça, ils recommencent. Tant qu'ils peuvent, ils recommencent. Ou alors, quand ils ont pris une claque, ou même avant, ils s'en rempardent. Ils n'y entrent plus, mettent de côté, définitivement, sachant que c'est une chose dangereuse. C'est des fois aussi pareil pour le désir. Il y a des gens non pas qui désirent plus, mais qui se coupent du désir pour ne pas souffrir ou ne pas être déçus ou ne pas, voilà. Par contre, le troisième pôle, la jouissance, on ne peut pas s'en couper parce qu'il y en a des multiples tous les jours, tout le temps, et le simple fait de parler. Et ça, on ne peut pas s'en couper. On peut refuser ou renoncer aux jouissances perverses, sexuelles et autres, mais on ne peut pas renoncer à la jouissance parce que c'est le statut même de l'humain au point que Lacan voulait qu'on appelle la psychanalyse lacanienne le champ le champ de la jouissance, le champ lacanien. Le champ lacanien égale le champ de la jouissance. Parce que c'est là tout le temps. On peut jouir de l'amour. Il y a des gens qui jouissent de l'amour. On ne sait même pas s'ils aiment, ils jouissent de l'amour. Ils jouissent d'être aimés, de se sentir aimés, ils jouissent d'aimer, mais ce qu'ils aiment, c'est pas sûr. Ils jouissent en tous les cas de l'amour. Il y a des gens qui jouissent de désirer, mais qui ne passent pas à l'acte. Donc la jouissance, elle est partout, elle s'infiltre partout. Elle accompagne toujours les deux autres. Mais l'amour, ça échoue, en gros, la louche, en gros, ça échoue. Le désir, c'est pas de rapport sexuel, ça échoue aussi, on ne retrouve pas l'objet. Mais la jouissance, c'est malgré nous, si je puis dire. Et la société pousse à ça avec les objets, pousse à ça. Jouissez sans entrave, jouissez tout le temps, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Les réseaux sociaux, c'est de la jouissance pure jus. C'est 24-24. Vos enfants, ils éteignent leur portable ce soir et quand vous êtes couché, ils les rallument pour jouir. De quoi, ils ne savent pas.
On ne sait pas. On attend. C'est l'attente de la jouissance. La prochaine, qui sera décevante et va changer. Mais alors, la jouissance, c'est peut-être un problème plus grave. Il y a une jouissance en ce moment, on le sait bien, nous. Il y a une jouissance de dire du mal, pour parler vraiment platement, de dire du mal de la psychanalyse. Du mal. Mais quand les gens disent du mal, vous savez bien, comprenez bien qu'ils n'ont rien lu. Rien lu. Ils répètent les pires platitudes, les pires stupidités qu'ils envoient, qu'ils voient dans les médias, les pires platitudes. Ce sont des ridicules des fois. Mais ils sont contre. Ils sont contre. Et ils insultent les psychanalystes. Mais sans savoir ce qu'ils font. C'est pas étayé. C'est pas une disputation intellectuelle. Ils sont contre. Ils sont contre parce qu'il faut être contre. Il faut être contre du beau côté du manche. On est contre. Bon, il va falloir qu'on s'arrête. Hein. Non? Mais est-ce que ça vous a un petit peu intéressé? Est-ce que ça vous a intéressé, ces 4 séances? Si j'ai le silence, c'est que ça ne vous a pas trop intéressé. Bah, Si. tant mieux pour vous, c'est fini ce soir. Mhm. Voilà, je voulais vous parler de ce trio infernal. Je ne sais pas pourquoi on m'a critiqué, on m'a dit que pourquoi je disais infernal, ben, c'est l'enfer, quoi. L'amour, c'est l'enfer. Le désir, c'est l'enfer. Ça vous reprend tout le temps comme ça. L'amour, c'est l'enfer, c'est jamais satisfaisant. Pour la plupart du temps. Et ça vire mal, puisque la haine est tout de suite là. Et la jouissance, c'est chiant. Voilà. Ça ne s'arrête pas. Donc, un trio infernal. Mmh. Bonsoir et merci, Monsieur Lucas. Merci, Madame Léguéré, d'avoir été là. Et à tout le monde d'avoir été là, m'avoir supporté 4 séances. Il ne faut pas que ça vous fasse vous taire. Non, ça va nous faire travailler. D'accord, travailler, c'est ça l'essentiel entre nous, dans la psychanalyse, nous mettre au travail. Ouais. Bonsoir. D'accord, nous en arrêtons là. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Merci Bonsoir. beaucoup. Bonsoir.